Alors, je m'appelle Andreas Freund, je suis physicien, donc personne n'est parfait, on m'a dit. Mais j'ai répondu que voilà, moi je suis parfaitement imparfait. Ça veut dire je suis conscient de ce que la physique elle est, où sont les limites et aussi où sont quand même des avantages de connaître plus de choses sur la matière. Donc j'ai fait mes études à Munich, en Allemagne, et puis après je suis allé à Grenoble, où j'ai été parmi les équipes fondatrices de deux grandes institutions européennes. L'Institut Max von Laue pour Langevin, qui fait fonctionner un grand réacteur de recherche, pas pour faire de l'électricité, mais pour faire de la recherche, avec des centaines de personnes qui viennent tous les ans faire des expériences. Après 20 ans, j'ai changé d'institution et j'avais beaucoup de chance parce que juste à côté des instituts où j'ai travaillé, ils ont fondé un grand anneau de lumière qui s'appelle le synchrotron européen, ESRF, où on produit des rayons X de très haute intensité et surtout de très grande brillance. Donc également pour regarder la matière à l'échelle des atomes, des molécules, comme les neutrons. Mais le neutron, il regarde plutôt le centre des atomes, tandis que les rayons X regardent plutôt la couche électronique. Donc, moi, je me suis spécialisé dans l'optique pour regarder la matière avec ces deux rayonnements, des neutrons et des rayons X. Et il est devenu très clair qu'à ce moment-là, on a des apparences différentes de la matière. Et évidemment, la logique de ces expériences fait que la matière prend l'aspect selon le rayonnement qu'on envoie. Si je regarde avec la lumière visible, je vois des couleurs, etc. Si je regarde avec des rayons X, mais je ne verrai pas de lumière, mais je verrai la structure intérieure de la matière à l'échelle des atomes et des molécules. Avec les neutrons, ils sont sensibles encore à autre chose, en particulier à la polarisation, au magnétisme, etc. Donc, conclusion, quand on regarde la matière, elle apparaît en fonction de la lumière qu'on emploie. Et évidemment, ça amène à une ouverture de l'esprit. Je suis alors, à ce moment-là, le co-créateur des objets que je regarde. Et finalement, je regarde pas vraiment les objets, mais je regarde la lumière qui est renvoyée des objets. Et ça, c'est aussi assez important à savoir. Alors, l'avantage, je l'ai rencontré dans l'autre recherche que je menais en parallèle à l'intérieur de moi. Ça veut dire que, parallèle à la physique qui regarde un peu l'extérieur de la matière, je me suis intéressé aussi d'où viennent tout ça, d'où viennent ces mouvements de molécules, des atomes, etc. Et la physique, elle n'était plus suffisante pour regarder tout ce que je pouvais expérimenter quand moi-même je regardais la matière. Alors je me suis posé la question, mais comment ça se fait que je peux observer ces choses avec cette lumière et qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Pour moi, ce que j'observais, c'était surtout les apparences. Et à ce moment-là, je me suis dit, bon, ben, il faut que tu regardes un peu plus qu'est-ce qui se passe derrière l'écran que je regarde, sur lequel apparaissent des molécules et des atomes. Alors à ce moment-là, j'ai rencontré un maître indien qui s'appelle Sri Tatata, ce qui veut dire celui qui est cela. Et j'ai voyagé en Inde pour apprendre la science spirituelle, le Vedanta. Et là, effectivement, j'ai compris encore plus de choses que dans la physique. Ça veut dire que la physique regarde un peu les apparences et le Vedanta regarde qu'est-ce qu'il y a derrière. Qu'est-ce qui est derrière, ce qui est visible, qui est audible, qui se manifeste aussi au niveau du toucher, du sens des matériaux, etc. Et j'ai pu comprendre qu'il y a tout un domaine derrière
qui n'est pas visible, qu'on ne peut pas regarder avec la physique, avec la science actuelle, telle qu'elle est dirigée vers l'apparence des choses. Donc je regardais un peu quel était le fond derrière tout ça. Et puis j'ai découvert effectivement tout un monde qui en fait n'est pas directement compréhensible avec un esprit normal. Ça veut dire que je ne peux plus décrire des phénomènes qui sont de l'ordre de l'invisible. Je peux juste créer des modèles. Et c'est ce qu'on fait en physique. On crée des modèles et en spiritualité aussi, on crée des modèles. Et les Vedanta, ce sont des modèles aussi qu'on a créés pour pouvoir partager, pour pouvoir décrire quelque chose qui, en principe, n'est pas visible, n'est pas descriptible. Alors, le Vedanta, pour moi, c'est devenu une science très importante dans le sens où elle me permet de me projeter dans un monde qui n'est pas visible directement, mais par l'enseignement, j'ai pu me rendre compte qu'il y a tout un monde derrière, et ce monde derrière, il est à l'origine de ce qui paraît devant de l'écran. Alors, aussi bien en physique qu'en spiritualité, on utilise un langage qui n'est pas vraiment la vérité. Donc, je peux dire, en quelque sorte, quand je vous parle, je ne vous dis pas la vérité, parce que la vérité ne peut pas être exprimée par des mots qui sont formulés avec ce que je suis au niveau de ma vie, de ce que j'ai expérimenté, de ce que j'ai vécu. Donc voilà, alors il est donc très difficile de parler de ce monde qui n'est pas, où il n'y a pas d'énergie, il n'y a que de l'information. Et bon, voilà, donc me le Vedanta m'a ouvert à une sorte de vision intérieure qui a pu me parler et qui m'a beaucoup aidé aussi dans mon travail de physicien, parce qu'elle m'a inspiré des idées que normalement, je pense que je n'aurais pas pu avoir. Pour moi, il y a deux sortes de sciences. Il y a une science qui est dirigée vers l'extérieur, qui observe des phénomènes quand je les illuminé avec de la lumière, avec des rayons X, avec des neutrons, tout ce qui est rayonnement. Et puis, il y a une autre perception qui dépend de la lumière intérieure. Et en bulgare, par exemple, il y a deux mots différents. Il y a Svetlina et Videlina, qui sont les deux sortes de lumière, d'éclairage, soit de l'extérieur, soit de l'intérieur de soi-même. Et puis en latin, il y a aussi lux, qui veut dire la lumière qui est dirigée vers l'extérieur, et lumen qui est la lumière intérieure, qui illumine. Alors, effectivement, quand on prend l'habitude de regarder avec ces deux sortes de lumière, à ce moment-là, on se rend compte qu'il y a une sorte de complémentarité. Ce qui est à l'intérieur s'exprime à l'extérieur, et ce qui est à l'extérieur va aussi avoir un effet à l'intérieur. Et ça crée toute une dynamique intérieure-extérieure, et à partir de cette dynamique intérieure-extérieure, on peut découvrir des choses qu'on a au fait déjà en soi, mais on ne se rend même pas compte. On prend conscience de choses qui sont déjà présentes en soi, mais on n'a pas l'habitude. Quelqu'un qui fait que de la physique, il ne sait pas d'où viennent les idées novatrices, il ne sait pas d'où viennent des découvertes. Il va simplement constater que voilà, j'observe un phénomène. Quand on utilise la science intérieure, on peut voir, ah, c'est quoi? Mon intérieur sait déjà. Et tout ce que j'ai fait, je mets en lumière de ce que je sais déjà. Et ça, c'est vraiment une découverte majeure. Ça veut dire qu'on ne va rien découvrir de nouveau dans le sens absolument nouveau, mais on va découvrir quelque chose qu'on a déjà en soi depuis la naissance, depuis des milliers d'années, depuis des millions d'années. Et ça, pour moi, c'était une découverte extrêmement importante parce que tout ce qui est nouveau est un souvenir de ce que je sais déjà. Et quand on a cette approche dans la science, on a des idées qui viennent parce qu'on ne bloque plus. On ne va pas dire que je suis un pauvre ignorant, il faut que j'apprenne plein de choses. Non, je vais dire, je sais déjà, il faut juste que je crée l'accès à ces savoirs. Et c'est de ça que je vais parler tout à l'heure aussi. À mon avis,
Aujourd'hui, le monde, on peut dire que c'est l'âge du silicium. Pourquoi l'âge du silicium? Parce que le silicium, c'est un matériau qui est dans tous les ordinateurs, qui est un matériau de base qui est utilisé pour stocker dans les mémoires, pour faire fonctionner des caméras, les ordinateurs, les smartphones, etc. On peut dire que c'est une autre ère qui est dirigée vers l'information et l'informationnel. Et dans ce sens-là, on a aussi le danger que tout ce que nous sommes est récupéré par cette informatologie moderne, qu'on devient victime de cette découverte qu'on a fait, comment on peut aussi devenir victime de toute notre technologie moderne, des voitures, etc. Donc, il est absolument nécessaire, et ça, la Vedanta, elle le dit très clairement, d'être conscient d'être conscient. Ça veut dire devenir témoin de ce que j'ai fait, comment j'agis, comment ça répond. Et le Vedanta, il a dans son enseignement déjà cette notion-là d'être conscient, d'être conscient. Et ça, c'est pas toujours facile à expliquer, parce que celui qui n'est pas passé par cette expérience, que je suis conscient de ce que je suis, il a des difficultés à comprendre de quoi je parle. Donc, il faut absolument passer par l'expérience. L'expérience vient par des pratiques de méditation, etc. Donc, j'ai accompagné un maître indien et dans un temple, et puis on a fait des méditations, et j'ai appris à accéder à ce savoir intérieur qui est la science, moi j'appelle ça la science du Vedanta. Et donc, je ne vais pas aller trop dans les détails, parce que c'est très personnel aussi, mais je peux dire que le Vedanta m'a ouvert une vision intérieure, comme la physique m'a ouvert une vision vers l'extérieur, sur mon propre fonctionnement, sur l'interprétation de ce que je vois du monde extérieur, et aussi sur ma réaction par rapport à ce qu'observe. Je vois moi-même dans une dynamique intérieure-extérieure, et je peux témoigner de ce que je suis à partir d'un point supérieur. Alors, juste un point qui est pour moi très important, c'est que dans le Vedanta, il y a une notion qui s'appelle le bindu. Et le bindu veut dire connexion entre le monde invisible et le monde visible. Or, le monde manifesté et le monde non manifesté. Et l'idée du Vedanta, c'est de se mettre dans ce point-là du bindu. D'ailleurs, en allemand, Bindung, ça veut dire connexion. Et en anglais, binding, ça veut dire aussi connexion. Connexion de deux mondes, un monde invisible et un monde visible. Donc, si on se situe à ce bindu-là, dans ce bindu-là, on a une vision en même temps vers le haut et vers le bas. Donc, c'est ça que j'ai appris par Sri Tathata et par l'étude de la science du Vedanta. Au fait, la science quantique, elle ne révèle rien. C'est finalement notre intérieur qui sait et qui s'exprime à travers un support qui s'appelle la science quantique. Et c'est ce savoir intérieur qui n'est pas quantique, qui n'est pas classique, qui est simplement, qui n'est pas dans un espace-temps. Et ça, c'est extrêmement difficile à comprendre, parce qu'on ne peut pas comprendre ça. C'est un simple fonctionnement qu'on vit ou qu'on ne vit pas. Alors, si je suis dans la compréhension des phénomènes extérieurs, je projette une lumière, comme je dis tout à l'heure, mais en même temps, en moi, se manifeste une transformation de ce que j'ai au niveau de mémoire, et j'arrive à développer un scénario qui correspond à un fonctionnement global, intégral, entre intérieur et extérieur. Et la Vedanta, c'est une science de l'intérieur qui permet d'interpréter ce qui vient de l'extérieur. Pour moi, le Vedanta n'existe pas sans avoir justement des rencontres comme ça entre des personnes qui peuvent partager leur vie, aussi bien la vie de l'intérieur et la vie de l'extérieur. Et il est très important
de traduire de ce qui existe depuis des millénaires, qui a été créé en Inde, avec la science moderne telle qu'elle s'est développée dans les siècles derniers, en particulier la science quantique. Et cet événement ici à Graz, il a cette importance où il y a des personnes qui vivent dans un monde moderne, qui peuvent rencontrer des vérités qui sont toujours restées les mêmes depuis des siècles et des siècles. Et ils apprennent à traduire ces vérités dans un langage plutôt moderne. Et la physique quantique, par exemple, elle a développé une terminologie qui permet de faire ça. Mais évidemment, tout le monde ne comprend pas la physique quantique. Donc, il est important de pouvoir partager ces deux mondes, le monde moderne et le monde ancien, pour créer ce langage qui est expression de ce que nous sommes dans un langage visuel ou auditif. Mais il est donc, le partage, pour moi, c'est quelque chose qui est absolument nécessaire parce que l'homme seul, il n'est rien. Donc, organiser des rencontres comme celui-ci a pour moi vraiment une très, très grande importance. Je suis très heureux de pouvoir participer à cet événement.